Bonjour à tous. Merci d'être venus passer ces quelques moments en fin d'après-midi, dans une après-midi un peu difficile. C'est difficile d'accès aujourd'hui pour arriver à ces locaux. Donc merci d'être venus. Merci à cette vénérable institution qu'est l'Académie royale de Belgique de m'accueillir aujourd'hui. Et puis merci aussi Philippe pour ces quelques mots d'introduction. Je ne pourrais pas rêver mieux parce que c'est vraiment de ça que je vais parler. Merci d'avoir parrainé aussi cette conférence. Alors, c'est une conférence où je vais vous parler d'art. Je vais vous parler sans surprise, évidemment, d'architecture. Mais je voulais vous parler aussi d'architectes. Et Philippe parlait des architectes belges. Mais j'en ai choisi un certain nombre au grand hasard des travaux sur lesquels j'ai travaillé. J'ai été confronté à des projets de bâtiments que vous connaissez sans doute ou que vous connaissez peut-être pas très bien, vous en avez entendu parler. Et puis parler aussi de ces fabuleux architectes que nous avons eus au siècle dernier. Alors, vous avez une image là qui devrait exprimer l'idée du temps qui passe. Du temps qui passe parce que en architecture, on parle beaucoup de patrimoine et vous avez dans toutes les bonnes librairies un grand nombre de livres sur l'architecture, sur le patrimoine, mais en fait très très peu vont évoquer la transformation des œuvres. Et pourtant, je crois que l'architecture et le temps sont deux choses absolument liées. C'est de ça que je vais tenter de vous parler. Et je vais profiter de ces quelques moments ensemble pour évoquer avec vous des architectes comme Gustave Strouven, Michel Pollack, Maxime Brinfo, Léon Delune, Jean-Baptiste de Huynh, Charles Albert, Henri van Dievoet, Constant Bosman et Henri van de Velde. Et bien évidemment, peut-être celui qui est le plus connu d'entre tous, en tout cas certainement en Belgique, Victor Horta. Alors, pour commencer cette espèce de promenade, de moment de balade, de pérégrination, je dirais, dans le patrimoine, j'ai choisi de démarrer avec Victor Horta. Victor Horta que j'ai appris à connaître parce que pendant une période de ma vie d'architecte, j'ai travaillé au même moment sur deux œuvres d'Horta, la Maison Outric et la gare centrale, la halte centrale. Et c'est évidemment les deux morceaux extrêmes de son œuvre. C'est son premier projet, je dirais, Art Nouveau ou Proto-Art Nouveau, 1893 d'une part, et puis celui dont il ne verra même pas l'inauguration puisqu'il meurt en 1947. Alors, pourquoi aussi parler de Victor Horta parce que Horta, à un moment donné dans son existence, comme nous tous architectes, nous sommes des gens passionnés. Ce n'est pas un métier que nous faisons. Philippe le sait bien, c'est avant tout une passion. Et en 1939, Horta a écrit ses mémoires. Et c'est tout à fait intéressant de voir la densité humaine qu'il peut y avoir dans des mémoires d'architectes. Il parle de ses œuvres avec des réussites, certes, mais aussi avec des moments difficiles. Et puis, il a là déjà 78 ans quand il écrit ses mémoires. Et en 1939, il y a une part de son œuvre qui a disparu. Qui a disparu pour toute une série de raisons. Alors, il y a des raisons, voilà, c'est la guerre 14-18, Chamblet, qu'il a construit pour le gendre de Solvay. Chamblet est bombardé en 1915 et donc il n'en reste que des ruines, mais il y a d'autres œuvres qui disparaissent ou en tout cas au fil du temps, et ça nous arrive à tous, les œuvres sont modifiées, altérées, transformées. Il meurt en 1947 et donc il ne voit pas 3 ans plus tard la disparition de l'hôtel Aubec ou quelques années plus tard la disparition de la Maison du Peuple en 1962. Alors, Horta, que nous connaissons tous, qui est aujourd'hui probablement la star incontestée de l'architecture belge fin 19e, début du 20e, eh bien, je dirais dans les années 60, il a presque disparu absolument de la circulation. Tout à fait récemment, je faisais un film sur l'architecture, je m'intéressais aux architectes un peu âgés, en me disant ça c'est vraiment des gens qui ont un véritable témoignage à porter sur l'architecture puisqu'ils n'ont plus rien à vendre. Ils ont l'occasion d'avoir
une vision absolument claire sur leur carrière, ou en tout cas sur ce qu'ils ont connu en art et en architecture. Et j'interrogeais Jean Dunneberg, qui est un de mes anciens professeurs à l'Académie des Beaux-Arts. Et Jean Dunneberg me disait, mais voilà, moi je termine mes études dans les années 60 et puis je pars à Rome. Je fais un voyage à Rome, il était prix de Rome et il part avec Charles de Metter. Et il rencontre là un architecte qui est aussi assez connu, qui est Portoghesi, et qui lui dit Dunneberg, il faut vraiment t'intéresser à un architecte belge qui s'appelle Victor Horta. Et Jean Dunneberg, qui à l'époque a fini ses études d'architecture, n'a jamais entendu parler dans toutes ses études de Victor Horta. C'est absolument incroyable. Tout ça pour vous dire que les gens, il y a des modes en architecture. Et Horta, à ce moment-là, n'est plus à la mode. Et déjà en 1939, quand il écrit ses mémoires, il a déjà perdu de sa superbe. Et c'est quelqu'un de blessé qui écrit ses mémoires. Et d'ailleurs, ses mémoires ne seront même pas publiées. Il faudra attendre très très longtemps pour que les mémoires d'Horta soient publiées. Il nous dit aussi, au fond, j'ai aimé mon art, mes enfants intellectuels bien plus que moi-même, la chaleur des pierres a suffi à mon bonheur. Et voilà, c'est quelqu'un qui va mettre toute son énergie, toute sa force dans une œuvre que vous connaissez certainement bien, et qui, quelque part, voit disparaître des pans significatifs de tout ce qu'il a conçu. Et je voudrais en venir maintenant, j'ai conçu ce cours-conférence en 8 chapitres, et ces chapitres contiennent tous une série de projets. Et je voudrais démarrer avec la tragédie des architectes. Alors la tragédie des architectes, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement notre métier. Nous, on fait des projets d'architecture. Alors un projet d'architecture, quelque part, c'est une anticipation d'une situation qui sera. C'est à un moment donné inventé pour un lieu. C'est important de dire pour un lieu, c'est pas n'importe où, c'est pour un lieu. Quelque chose qu'on va tenter de construire pour ce lieu-là. Donc la première étape, c'est l'imaginer, ce qui n'est déjà pas simple. Nous étions sur scène, comme Philippe le rappelait tout à l'heure avec Jean Nouvel, et lui il me disait après au restaurant, moi pour imaginer tout ça, c'est dans mon lit, c'est dans le noir que j'imagine le mieux, et quand j'ai fini d'imaginer, je peux me mettre à dessiner. Alors il y a d'autres architectes qui sont là avec un crayon, qui doivent dessiner pour produire, etc. Donc chacun a ses moyens de production, mais c'est un réel investissement d'abord. Alors une fois qu'on a l'image, qu'on a le projet en tête, il faut arriver à le traduire, à convaincre d'abord ses collaborateurs, expliquer à ses collaborateurs un petit peu ce qu'on veut faire, et puis partager en tout cas cette ambition avec son équipe. Il y a très peu d'architectes aujourd'hui qui travaillent seuls, en tout cas sur des projets importants, c'est extrêmement rare. Et on va partager ces projets après avec son client. Et pour ça, on va dessiner, on va faire des maquettes, on va faire des maquettes de synthèse, etc., pour convaincre. Alors, ce n'est pas facile non plus. Et puis, on va devoir respecter un programme. Et puis, on va devoir respecter un budget. Et quand on a tout ça, on va essayer d'obtenir un permis d'urbanisme. Dans le meilleur des cas, si on l'obtient, on va faire des documents techniques, des détails. C'est très important dans notre métier, tous ces détails. En fait, c'est ce que je veux vous dire, c'est un parcours du combattant. Jusqu'au moment où, un jour, il y a un entrepreneur qui est en train de construire le rêve que vous avez, ou que vous aviez. Et c'est un moment extraordinaire, c'est peut-être pour ça qu'on travaille. Parce que ce moment est extraordinaire, c'est à un moment donné, on est confronté à ses rêves, on est confronté à cette ambition. On voit surgir du sol, avec parfois des centaines d'ouvriers qui courent dans tous les sens, ce qu'on a imaginé un jour dans son bain ou dans son lit ou partout ailleurs. Et on voit naître ce projet sous une forme choisie. Et le projet, en imaginant que tout se passe très bien, un jour, vous arrivez à la fin du chantier, au moment où on prend les photos d'ailleurs, on ne les prendra plus jamais plus tard. Le chantier se termine, et puis c'est à partir de là que tout commence. C'est-à-dire que la perte de l'identité des œuvres commence ce jour-là. Parce que là, vous allez avoir des gens qui arrivent, bien légitimement, évidemment, ils sont propriétaires de l'œuvre.
enfin plutôt de l'ouvrage. Et l'architecte est propriétaire de l'œuvre. Mais il y a cette confrontation absolument extraordinaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, en prenant possession, ils vont aménager, ils vont transformer, ils vont amener le buffet de la grand-mère, où très vite, de toute façon, le bâtiment ne sera plus satisfaisant, on va devoir rajouter des volumes, des pièces, on va retirer des faux plafonds, on va remettre des cloisons. En tout cas, au fil du temps, le bâtiment va perdre de son identité. Et nous, quand on fait des projets, quelque part, on met en place l'identité d'une œuvre. Ce qui n'arrive pas dans la plupart des autres arts, cette perte de l'identité des œuvres. Voilà pourquoi je tenais à vous parler de la tragédie des architectes, parce qu'après ça, évidemment, tout le travail de restaurateur dont je vais vous parler maintenant, c'est quelque part la reconquête de l'identité des œuvres. Et pour démarrer, je vous propose de parler d'un premier projet, à tout seigneur, tout honneur, puisqu'on était avec Horta, parler de la halte centrale, la gare centrale. Alors cette gare centrale, quelque part, elle s'installe sur la jonction Nord-Midi. Jonction Nord-Midi, c'est une jonction qui a été voulue dès le début du XXe siècle. Elle se termine fort tard, après la mort d'Horta. La halte centrale est inaugurée en 1952. Et ce qu'on peut y voir il y a quelques années, certains d'entre vous s'en souviendront, c'est ça. Alors ça, c'est une œuvre d'Horta, en tout cas c'est ce qu'on disait, c'est une œuvre d'Horta, au point que certains expliquaient qu'en tout cas, puisque Horta est mort en 1947, ça ne peut pas être une œuvre d'Horta. C'est franchement dégueulasse. Et donc se pose bien là, je dirais, une réflexion de l'architecte qui, à un moment donné, reçoit une mission comme celle-là, c'est de se dire, est-ce que c'est Horta qui a fait ça, ou puisque c'est Brinfo qui inaugure, est-ce que c'est Maxime Brinfo? Mais Maxime Brinfo est aussi un grand architecte. Donc là, il se passe quelque chose. Et tout notre travail, c'est d'essayer de comprendre comment on en est arrivé là. Quand vous voyez ça, cette taverne Orlando qui s'inscrit un peu n'importe comment, avec un éclairage au sodium absolument dégueulasse. Alors Horta, il fait des projets depuis le début du XXe siècle. Hein. 1912, 1920, 1940, Horta fait des projets. Alors évidemment, et c'est amusant de décoder ces projets parce que c'est chaque fois le style de l'époque. Il y a des choses qui ressemblent plus au Palais des Beaux-Arts, au moment où il fait le Palais des Beaux-Arts, etc. C'est franchement intéressant. Et quand le bâtiment est inauguré en 1952, on a des photos de l'inauguration. Et au démarrage de ce projet, je voulais savoir un peu plus sur qui avait fait quoi, et puis de savoir si l'œuvre avait été profondément dénaturée ou pas. Je connaissais Victor Brinfo, le petit-fils de Maxime Brinfo. Il est professeur à la faculté d'architecture à l'ULB. Et Victor m'a dit, oui, effectivement, mon grand-père est toujours vivant, on dit qu'il est mort, mais c'est pas vrai. Il en a marre de l'architecture, il a un sale caractère. Horta d'ailleurs aussi avait un caractère assez prononcé, on l'appelait l'archi-sec, pour ceux qui... Et il me dit, mais il ne veut plus parler à personne. Et je vais obtenir le 11 mars 1997 un entretien avec Maxime Brinfo. Il vivait à Gette, hein, donc on m'avait dit aussi qu'il vivait dans le sud de la France, donc tout ça, il se cachait, il ne voulait plus entendre parler. Et Victor Brinfo me dit, écoute, j'ai obtenu un quart d'heure, mais ça ne va pas être facile. Alors sache qu'il aime les petits gâteaux. Donc j'avais été chez Vitamer, j'avais pris une montagne de petits gâteaux en me disant, je vais essayer de tenir peut-être une demi-heure si c'est possible. On va tenir 4 heures et au bout d'un certain temps, je demande à mes collaborateurs d'aller chercher une bande d'enregistrement de film parce qu'on arrive au bout. Et 4 heures absolument incroyables. Personnage incroyable, oui. Et au bout d'une demi-heure, le vieil homme se lève, il me regarde dans les yeux, il me dit mais pourquoi vous voulez savoir tout ça? Moi, si à votre âge, on m'avait confié un tel projet, j'aurais pas cherché à savoir, j'aurais fait ce qui me semblait être juste. Et en quelques mots, Maxime Brinfo montre combien l'architecture a changé. Aujourd'hui, quand on travaille sur une œuvre, et certainement une grande œuvre comme celle d'Horta ou de Brinfo, avant d'intervenir, on veut tout savoir. On veut connaître le contexte dans lequel on va travailler.
Ben, à l'époque, les modernistes, c'est pas exactement la même chose. Donc on intervient avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de sensibilité, mais on n'a pas cette même approche du patrimoine. Alors, le moment va être absolument extraordinaire. Donc, on a Horta et Brinfo. Brinfo, d'ailleurs, est le fils de celui qui est le président de la jonction Nord-Midi. Et Brinfo me dit, moi, Horta, ben, je connaissais bien. En 1939, je travaillais chez Victor Horta. Et puis j'ai été déporté, etc. J'ai été travailler en Allemagne. Et quand je suis revenu d'Allemagne, ben, je suis retourné chez Horta. Et Horta m'a dit, mais j'ai plus beaucoup de travail, donc je ne peux vraiment pas vous donner du boulot. Et il me dit, mais Horta avait parfaitement dessiné cette gare centrale. Et le soir, il arrive chez moi, il sonne. Et il me dit, écoutez, monsieur Brinfo, tous ces gens de la jonction Nord-Midi, j'en ai ras la tasse, je ne veux plus en entendre parler, c'est vous qui allez terminer la jonction Nord-Midi. Et il me donne l'ensemble des plans. Et donc c'est bien Horta qui dessine l'entièreté de la gare, à une exception près qui est assez drôle. Donc voilà, ça c'est les perspectives de Mesmaeker qui travaille chez Horta. Donc on voit bien cette espèce de conception avec les colonnes. Et effectivement, la taverne Orlando a pris possession des colonnes et ne ressemble plus du tout à la conception d'origine. Alors, ce qui est amusant, c'est que, vous savez, toutes les gares ont des formes absolument semblables. C'est des grandes toitures qui couvrent des voies. Pas celle-ci. C'est une espèce de triangle qui n'a rien à voir avec rien. Et là aussi, je lui demande, mais pourquoi cette forme étrange pour une gare? Alors c'est une gare qu'on traverse, déjà. Ce n'est pas une gare qui est en bout, comme la gare du Nord ou la gare du Midi, qui termine quelque chose. Mais aussi, il me raconte l'histoire de cette gare, et on voit bien comment cette gare couvre la jonction. Et il me dit, mais c'est ni Horta, ni moi qui avons dessiné la forme de la gare. C'est Adolphe Max, le bourgmestre. Alors, il me raconte cette anecdote. Donc, Horta dessine, vous avez vu, des gares en 12, en 20, en 40, il dessine des gares. Et puis, à un moment donné, ben, le terrain change tout le temps d'endroit. C'est-à-dire qu'on s'éloigne de plus en plus de la Grand Place, le terrain devient de plus en plus escarpé, de plus en plus exigu. Et Horta en a marre de dessiner des gares, il va voir Adolphe Max. Et Adolphe Max lui dit, écoutez, c'est simple, pour vous voulez savoir où on va mettre la gare, je vous donne une place, on va faire 2 grands boulevards, et je vous donne ça. Et c'est la forme de la gare. Et ce dessin-là est un dessin de Maxime Brinfo qui fait sur la nappe. Et donc voilà, grand hasard de l'histoire. Alors, cette gare, évidemment, on commence à mieux l'appréhender, mais cette gare a été pensée pour 15 000 voyageurs jour. Aujourd'hui, on est à 180 000 voyageurs jour, et quand on doit, ce qui fait 55 millions par an de voyageurs. Et on va devoir faire un chantier en laissant évidemment la gare ouverte, ce qui n'est pas simple, mais on va devoir penser aussi à de nouveaux accès, à de nouvelles circulations. Donc il y a tout un problème extrêmement complexe de flux de circulation. C'est aussi un problème presque commercial, il n'y a pas beaucoup de commerce à l'époque, c'est aussi un problème patrimonial. Et donc ce n'est pas l'un ou l'autre. À partir de cette gare où on voit qu'au fil du temps, donc on compare les images qu'on peut voir à l'époque avec les documents de Mesmaeker, donc les grandes perspectives que je vous montrais, et donc on voit que latéralement, on a prévu toute une série de vitrages qui n'ont jamais été réalisés. Vous voyez bien que sur les côtés, il n'y a pas... Et donc on va, et c'est peut-être une première en restauration, on ne va pas restaurer à partir d'une situation qu'on appelle le Prestineta, c'est-à-dire l'état de 52, mais à partir de l'ambition d'Horta. Et d'ailleurs, quand on va ouvrir les façades latérales, on va trouver les linteaux. Donc à un moment donné, et on ne sait pas pourquoi, et Maxime Brinfo ne savait pas pourquoi non plus, on n'a pas été jusqu'au bout de ce projet. Alors, évidemment, au fil du temps, vous connaissez peut-être la gare aujourd'hui, on va surtout travailler sur la lumière. C'est retrouver une lumière de qualité, mais aussi on va replacer les petits néons qu'Horta avait imaginés.
Et quand on explique ça au niveau de la SNCB nous dit non, ça ne va jamais marcher. D'ailleurs, la photo de droite, vous voyez qu'on a encore laissé des éclairages au sodium, jusque tout à la fin. On a pu les retirer qu'une fois qu'on était absolument sûr que les éclairages d'Horta étaient suffisants. Alors, une gare comme ça, ben évidemment, il y a tout un travail sur le détail. Le détail, chaque élément qui a été rajouté est un travail sur l'éclairage artificiel, sur l'éclairage naturel, sur les matières. Donc en fait, cette gare est 3 fois plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était. Mais donc on le voit donc au niveau du sous-sol, vous voyez que la jonction passe vraiment sous les boulevards et qu'on va profiter de la lumière des boulevards pour faire vraiment un atrium et d'aller chercher la lumière. Donc on va démolir un morceau de la jonction pour faire rentrer la lumière, et cette lumière va donner très très vite voilà, verrière qui est dessinée par Grèche et qui va nous permettre de retrouver une lisibilité dans les nouvelles parties construites. Alors, chose étrange à nouveau, quelques années plus tard, il y a un concours pour le couloir qui relie la gare centrale au métro. Et quand on se balade là, c'est un des endroits les plus sinistres de Bruxelles. C'est parfaitement tagué de tous côtés. Et on dessine un projet où on laisse 2 choses. On était les seuls concurrents à avoir laissé et les éclairages, alors que l'éclairage est sinistre, et le sol. Et on va gagner ce concours de façon un peu étonnante, mais on va travailler sur le blanc. On va dire, ouais, voilà, à partir de là, on va travailler sur la lumière. On prend le pari de faire des murs blancs. Et très curieusement, ils ne sont pas tagués depuis. Ils pourraient l'être parce que c'est de la tôle émaillée, donc ça se nettoie extrêmement facilement. Et on va repenser les éclairages de brun faux avec une lumière très blanche, et on va donner une nouvelle couleur à cet endroit. Et tout le long du parcours, on va faire un peu comme dans les musées, avoir des photos le long des murs. On va travailler aussi le détail. Ben, vous avez à gauche la banquette, on retire la banquette, donc on se trouve évidemment avec des problèmes de jonction. Des problèmes de jonction, et attendez, je vais essayer de retrouver le détail. Voilà, le détail, donc on retire la banquette, donc on a toujours un morceau qui manque. Le tout, c'est de trouver une écriture pour compléter la part manquante. Et tout notre travail en restauration, souvent, c'est retrouver une écriture pour compléter la part manquante. Alors là, on va travailler avec Daniel Deltour. Certains ont peut-être connu Daniel Deltour, il est décédé il y a quelques années. Mais pendant quelques mois, il va faire des photographies dans Bruxelles, toute une série de photos qui vont nous servir à animer les murs à partir de photos bruxelloises, qui vont illustrer, je dirais, ce parcours, et ça vit très bien en fait. C'est un endroit absolument sûr aujourd'hui, avec une transformation extrêmement petite. Autre projet de Victor Horta, je vous disais, on a travaillé sur les 2 extrêmes. Donc le premier, gare centrale, au même moment on travaille sur la maison Autric. Alors maison Autric, est-ce que la façade est Art Nouveau? Elle est en tout cas éclectique, elle est proto-Art Nouveau. Les choses qui se font à l'extrême fin du chantier sont déjà Art Nouveau, et on doit savoir que 3 mois plus tard, il fait Tassel. Et que là, on a basculé complètement dans l'Art Nouveau. Et donc on voit apparaître le trumeau qui disparaît, donc une série de choses, mais c'est une maison. Première fois que je pénètre dans cette maison, j'étais avec Benoît Peters et Françoise Keuten. Cette maison, elle est toute blanche, c'est une maison bruxelloise absolument classique. Très curieusement, on ne sent pas le grand maître ou les prémices du grand maître derrière tout ça.
Et voilà, on se demande ce qu'on va faire. Donc François Skeuten et Benoît Peters ont l'ambition de faire la maison des maisons bruxelloises, la maison des cités obscures. Ils vont mettre en place une scénographie. Et très vite, dans la mesure où cette maison n'a pas grand-chose, a priori, la scénographie va être importante pour essayer de faire vivre ce lieu. Et au fil du chantier, au fil des découvertes, il y a vraiment un travail archéologique qui est fait pour essayer de comprendre. On va voir qu'en fait, cette maison qui est absolument blanche partout, eh bien, cette maison, elle n'était pas blanche à l'origine. On fait ce qu'on appelle des analyses stratigraphiques et on essaye de comprendre le lieu. Alors, il y a des bâtiments, et ce sera le cas d'Ampin ou de l'église de Laeken, où il y a de nombreuses photos qui ont été prises à différentes périodes. Pour des maisons privées et pour une maison aussi, pour Jeanne Autric, qui n'est pas quelqu'un d'extrêmement fortuné, il n'y a pas beaucoup de photos, il y a extrêmement peu de documents. Et donc, quand on a peu de documents, c'est la maison qui doit parler, et donc on descend un peu dans cette maison, comme l'inspecteur descend sur la scène du crime, en essayant de comprendre ce qu'était la maison à l'origine et comment elle a été transformée au fil du temps. Alors les seuls documents qu'on ait, c'est une façade, mais vous avouerez qu'elle est extrêmement schématique, le plan du rez-de-chaussée, qui n'est même pas tout à fait correct, et on avait une coupe sur 1 mètre de profondeur. Très peu de choses, et une photo avec une date improbable. Voilà, c'est tout ce que nous avions pour démarrer les études. Alors voilà, François Skeuten se lance dans une scénographie ambitieuse, avec des casseroles, des films dans les casseroles, où on ouvre les casseroles, on voit des tas de choses. Enfin voilà, une ambition, je dirais, plus importante. Et au fil du temps, la maison devient de plus en plus intéressante, et la maison va apporter plein de surprises. Les couleurs, notamment. C'est une maison qui était extrêmement colorée, avec une thématique vert-rouge. Alors Horta, après ça, va travailler avec des coquilles d'œufs ou des choses beaucoup plus pastel, mais là, c'est des couleurs extrêmement intenses, et on se dit, c'est peut-être lié aussi à l'éclairage au gaz, à l'époque, qui est un éclairage qui salit plus. Avec l'apparition de l'électricité, il y a des choses qui peuvent changer. Et on voit les différentes couches de couleurs, les différentes superpositions de couches, et donc on va revenir au teint, c'est, je dirais, un peu des couleurs néo-pompéennes. 1860, on commence à bien découvrir Pompéi, à faire toute une série de fouilles qui vont durer 40 ans. Mais voilà, on a l'impression que ces couleurs ont... Et on laisse des endroits où on laisse les couleurs d'origine. Donc si vous allez dans la maison, ça se trouve là. On laisse la trace des éléments des analyses stratigraphiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on s'est trompé dans notre choix de couleurs, il y a cette notion de réversibilité. C'est-à-dire qu'on pourra, dans 30, dans 40 ans, voire même plus tôt, effacer ce que l'architecte d'aujourd'hui a fait pour revenir à quelque chose qui serait plus juste. Alors, en restauration aussi, vous avez toujours la part manquante. Alors, il y a des pièces qui ont été un jour détapissées. Avec les couleurs, c'est bien, ça s'accumule. Mais quand on détapisse, il n'y a plus aucune trace du pristine état. Et donc, il nous appartient à ce moment-là de réinventer, donc quelque part, c'est une conversation avec un architecte qui n'est plus là, d'essayer de comprendre sa logique, pour essayer de se dire quel est le papier peint idéal qu'il aurait pu choisir à partir de tout ce qu'on sait de cet immeuble. Et donc, on a toujours en restauration une grande part de créativité, mais de créativité à partir de quelque chose. Et puis vous avez des techniques qu'on ne connaît pas, qu'on découvre. Un lino avec des peintures au pochoir, un lino clouté avec des peintures au pochoir. Et ça, c'est en retirant quelques tapis qu'on a retrouvé un tout petit échantillon de ça. Et donc voilà des techniques qui sont des techniques aujourd'hui parfaitement disparues. Et puis lentement, on va reconstituer le décor. Alors, une approche gourmande de l'architecture, on a toujours tendance à opposer les architectes d'aujourd'hui et les restaurateurs. Et je dirais qu'entre les deux
Les architectes contemporains ont tendance un peu à mépriser ceux qui nettoient les vieilles pierres en disant c'est pas très créatif, c'est facile. Et puis les architectes plutôt restaurateurs se disent ça c'est des gens qui savent construire, les anciens, les architectes d'aujourd'hui, ils savent plus construire, c'est un peu n'importe quoi. Et on a tendance à les opposer comme si l'architecture, c'était différent. Moi je crois que dans tous les cas, c'est toujours de l'architecture. Et c'est peut-être pour ça on dit que je suis architecte gourmand parce que je fais l'un et l'autre, mais j'ai toujours l'impression de faire absolument les mêmes choses. Et ça vient d'une définition peut-être de l'architecture. Donc pour Le Corbusier, c'était les formes assemblées sous la lumière. Moi je vous propose comme définition de l'architecture est un rapport. Alors cette idée de rapport est fondamentale, c'est un rapport entre un programme, un lieu, à un moment donné. Il y a 3 éléments là qui me semblent fondamentaux. Le lieu, s'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'architecture. On fait l'architecture pour un lieu. Je suis un architecte de contextualité, de situation. S'il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'architecture. On ne peut le faire que pour un endroit. Un programme c'est fondamental et ça va nous aider aussi à faire un bon projet. Un très mauvais programme, un mauvais maître de l'ouvrage, c'est épouvantable pour un architecte. Donc d'une part, le programme, le lieu, et puis à un moment donné. Pourquoi à un moment donné? Il s'est toujours passé quelque chose avant, il se passera toujours quelque chose après, et ça on a tendance à l'oublier. Alors je vous ai pris 3 projets, un projet un peu plus contemporain, quand le lieu est un terrain vague ou un terrain, je dirais vierge plutôt, mais un terrain n'est jamais vierge. Il y a toujours le soleil qui se lève quelque part, il y a toujours une vue, il y a toujours un arbre, il y a toujours un relief. Eh bien, on fait de l'architecture contemporaine. Quand le lieu est un bâtiment sans beaucoup d'importance, on va faire de la rénovation en intervenant comme un architecte d'aujourd'hui dans le lieu. Et puis quand c'est une œuvre magistrale, on va faire de la restauration. Mais donc c'est bien le lieu qui va nous dire ce qu'on va faire. L'architecte ne fait pas toujours la même chose. Et donc le premier projet, c'est un projet d'architecture contemporaine qu'on a fait sur le site d'Erasme, la haute école Ilia Prigogine, un bâtiment tout en inox, le sol est en béton noir. Du béton noir va émerger un bâtiment tout en inox. Et puis tout en haut, vous avez la boîte technique avec les chaudières, donc chaudières rouges. Donc on va travailler sur cette école, sur cette institution, c'est là où on forme les kinés. Et vous avez d'une part les kinés de l'ULB d'un côté, les kinés de l'autre côté de la haute école Ilia Prigogine. Et c'est tout un travail sur le détail aussi. Donc on peut faire de l'architecture contemporaine en soignant les vues, en soignant les couleurs, en soignant les matières. Alors évidemment, on n'a pas des budgets plus importants que pour n'importe quel autre bâtiment scolaire, mais on a décidé de travailler sur 2 choses essentielles. La première, c'est la lumière. C'est des bâtiments qui ont une grande hauteur sous plafond, les locaux ont une grande hauteur sous plafond et beaucoup de lumière. Ça nous semblait en tout cas essentiel. Et des rues intérieures. Avec des animations, avec des codes de lecture couleurs, où on va travailler sur des identités, avec chaque fois des longues perspectives. Il se passe toujours quelque chose d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire qu'on a des grandes promenades dans ces locaux, avec d'un côté vous avez ici la salle de sport, les vestiaires de l'autre, et inversement quand on change. Des détails. Alors on peut mettre un pictogramme, je dirais comme on met les pictogrammes sur les sanitaires, on peut faire ça aussi. Donc à un moment donné, je veux parler d'identité d'une œuvre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on cherche une identité, on cherche une écriture d'une œuvre. Alors on peut aimer ou ne pas aimer, c'est une affaire de goût. C'est de dire simplement les architectes ont comme mission de faire des projets et dans ces projets de mettre en place l'identité d'une œuvre. Des parcours, donc ça c'est l'entrée, on monte sur une esplanade et puis on voit apparaître à gauche et à droite des choses qui vont se parler, et on va se retrouver. Donc on était là à Erasme sur un endroit dont on ne savait pas quel allait être l'avenir tout autour, donc on a décidé de faire en sorte que le projet se regarde. Au moins on était sûr de ce qu'on avait au milieu. Et on s'est même trompé parce que cette grande esplanade qui est entre les 2 projets,
On avait voulu au début mettre une cafétéria là, on nous a dit on n'a pas d'argent pour une cafétéria dans une université sérieuse, on a besoin de locaux pour étudier, mais pas de lieu de convivialité. Et ça, c'était avant. Je crois que les mentalités ont changé aujourd'hui, je crois que les choses seraient possibles. Et puis, à un moment donné, on nous a dit, mais vous savez, vous avez décidé 2 auditoires d'un peu plus de 200 personnes, mais aujourd'hui, ça ne marche plus. On a 300 étudiants en première candidature, donc il faut un auditoire de 300 personnes. Il faut nous le mettre quelque part et il faut le mettre sur ce terrain-là. Et donc, on va construire là au milieu, sur cette grande esplanade aujourd'hui, un auditoire qui va ressembler à une espèce de météorite, comme ça, noire, brillante, en plein milieu de ces façades en inox, où il y a tout un jeu qui va se produire sur la lumière. Tout ça pour vous dire qu'on a beau imaginer des projets sur base d'un programme, mais au fil du temps, les choses bougent, les choses changent. Et les choses sont parfois très vite dépassées au niveau de la fonction. Peut-être vous dire aussi que la fonction, c'est un truc qui ne m'intéresse pas trop. J'ai envie de vous dire, l'architecture, c'est quelque chose qui doit accueillir une fonction ou une autre. Aujourd'hui, c'est ça, et demain, ce sera peut-être autre chose. Alors, il y a des projets grands, il y a des projets petits, mais ça n'a pas d'importance. Les principes sont les mêmes. C'est une toute petite maison, enfin petite maison, elle doit faire 250 mètres carrés, 300 mètres carrés à Uccle. On a refait déjà là l'entrée. Un jour, je vais chez un ami, enfin ça va devenir un ami, je ne le connaissais pas très bien, chez Philippe, appelons-le Philippe, puisqu'il s'appelle Philippe. Et Philippe a des problèmes d'humidité dans la cave. Alors, on va voir la cave, on résout les problèmes d'humidité, en tout cas j'explique ce qui se passe. Et puis au moment où je vais partir, il me dit, mais vous voyez ma maison, je ne me sens pas bien dans ma maison, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que vous feriez dans cette maison? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Et voilà la photo de sa façade arrière. Et il habite au premier étage, il a un magnifique jardin, enfin en tout cas très très grand. Il y a une rupture totale entre le haut et le bas. Et je me dis, voilà, je crois que ce qui manque, c'est une relation plus juste avec le jardin. Il y a vraiment une rupture entre les deux. Il va me retéléphoner quelques jours plus tard en me disant, mais voilà, est-ce que vous accepteriez de le faire? Et j'accepte. On ne fait pas normalement de ce type de projet pour du privé parce qu'on n'est pas vraiment équipé. Enfin, ça prend énormément de temps et de patience, mais c'est passionnant. Il voulait une petite salle de cinéma, 12 places, dans le volume qu'on allait transformer. Là, il dit, bon, ok, vous allez m'améliorer un peu ça, et puis 12 places. Et on va travailler sur un petit cube en verre, enfin, petit, il n'est pas si petit que ça, où on va travailler sur ce rapport au jardin. On va travailler sur la finesse du détail de l'acier, avec des châssis Foster, j'imagine que Philippe les connaît bien, et on va essayer de donner l'impression qu'il n'y a que du verre. Alors, c'est épouvantablement difficile de travailler sur des détails comme ça, mais donc on va essayer d'améliorer leur rapport au jardin et on peut, sur des tout petits projets, arriver à traduire une fluidité, des perspectives, des atmosphères. Voilà, cette maison a profondément changé avec une intervention petite et sous la dalle que vous avez vue tout à l'heure, on a mis une petite salle de cinéma 12 places. Et donc, ce n'est pas la taille du projet qui est importante. Je crois que c'est une question d'attitude. Pour revenir aux questions d'attitude, Bibliothèque Solvay, là, c'est ni de la rénovation, c'est pas de la construction neuve, c'est évidemment de la restauration. Bâtiment de 1903, Bosman et Van de Velde. Ce bâtiment, à un moment donné, pour ceux qui l'ont connu, voilà l'état dans lequel je le découvre en 93-94, donc je rentre dans cette espèce de vaisseau qui avait abrité la première université libre, la première ULB, c'était l'Institut de sociologie, bâtiment qui est offert par Solvay, et il n'en reste que des ruines. Donc les fenêtres sont murées, ça soigne de partout. On a mis un feu au milieu de la maison, donc ça a été vandalisé, ça a été occupé. Tout ce qui a un petit peu de valeur a été arraché. On a cuit des merguez avec de l'acajou, je n'ai pas goûté.
Voilà. Et ce bâtiment est dans une teinte verdâche absolument incroyable. Et donc, à un moment donné, voilà, le bâtiment est classé. Il a été classé le 8 août 88. Et donc, voilà, la région bruxelloise se dit qu'en tout cas, il faut faire quelque chose. Et c'est un de mes premiers projets de restauration. Mais c'est vraiment la reconquête de l'identité d'une œuvre. Hein. Je vous disais, ces œuvres, quand on voit ce qui se passe à gauche, ça ressemblait probablement en 1903 à l'image de droite. Au bout d'un siècle, on voit combien un bâtiment a perdu de sa qualité. Mais au moment où on décide de restaurer, c'est à partir de l'image de gauche qu'on doit décider, pas celle de droite. Parce que je peux vous dire qu'en 95, quand on a inauguré les Journées du patrimoine, il y avait des files de plusieurs centaines de mètres pour aller voir ce bâtiment. Et que tous les gens qui rentraient me demandaient « Qu'est-ce que vous avez fait ?» Ils avaient bien raison. Donc là, on est clairement dans le cadre d'une restauration. 1903, au moment où je rentre pour la première fois, les images de Marie-Françoise Pissard, pour ceux qui connaissent, il y en a beaucoup dans nos projets. L'état des vitraux. Et il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est qu'il est plus difficile de trouver des matières que de trouver des artisans. Alors là, je peux vous dire que pour trouver du petit Marguerite Rose, il n'y en a plus. Et que relancer la production d'un petit Marguerite Rose, ça coûte épouvantablement cher pour des surfaces qui parfois n'en valent pas la peine. C'est le nom du verre. Chaque verre coloré porte un nom. Vous avez des verres gouttes d'eau, vous avez des verres cathédrales, vous avez des petits marguerites jaunes, roses, etc. C'est des verres imprimés de l'époque qui ont une vibration absolument extraordinaire et qui vont vous donner des vitraux extraordinaires. Et là, on a des textes qui expliquent que quand on rentre dans la bibliothèque Solvay, on a cette teinte rose qui est absolument incroyable. Et on doit trouver des verres qui ne sont plus fabriqués aujourd'hui, bien évidemment, dans des bibliothèques de vitriers d'art. Et donc, on va chercher dans toute l'Europe. Et on va faire ça pour tous nos projets. On commence à avoir un carnet d'adresses pour aller chercher des choses qui sont des choses qu'on ne trouve plus, évidemment. Mais voilà, en l'image de gauche, voilà, vous revoyez le vitrail. Mais ce vitrail, on l'a dessiné. On n'avait plus de photos de ce vitrail. On connaissait le vitrail de gauche. On se disait que si c'était à gauche, la symétrie à droite, mais il fallait réimaginer un vitrail au milieu. Alors, tout en haut, photos d'époque, on voit que ces toitures ont un couronnement. Ce n'est pas n'importe quelle toiture. Et qu'au moment où on va commencer le chantier, les toitures ont été refaites, mais il y a plus de détails. Et vous voyez que toutes les fenêtres sont murées. Alors murées, c'était pour protéger, mais ça ne protège pas grand-chose. Hein. Quand on veut rentrer dans un bâtiment absolument abandonné pendant quelques années, c'est dramatique. Et ça coûte une fortune de ne pas entretenir un bâtiment. Et donc voilà, il y a tout un travail sur le soin qu'on doit apporter aux détails pour retrouver cette saveur que ces architectes ont mis dans leur projet. Alors, la reconquête de l'identité des œuvres, c'est un peu le mode d'emploi. Comment fait-on Et pour illustrer ça, j'ai pris le bâtiment que vous connaissez probablement le mieux, ou en tout cas que vous pouvez visiter à tout moment, c'est la Villa en Pin. Alors, la Villa en Pin, là aussi, on imagine aujourd'hui, vous l'avez sans doute vu récemment, ou certains d'entre vous, cette Villa en Pin aussi a connu des heures absolument noires, et on l'oublie presque. Cette villa est une villa, c'est un accident de l'histoire. Louis et Jean Pin font un héritage monstrueux, presque inestimable pour l'époque. Ils héritent, ils sont tout jeunes, ils ont une vingtaine d'années. Il fait des études de mathématiques à la Sorbonne, il revient précipitamment. Il faut savoir que les deux frères en Pin ont été reconnus sur le tard par leur père. Ils vont se disputer d'ailleurs très vite avec toute la famille en Pin, ils vont régler des comptes. Mais en même temps, ça explique pourquoi, au moment où ils reviennent sur Bruxelles, en tout cas quand Louis revient sur Bruxelles, il veut construire
un palais. Il choisit l'avenue Franklin Roosevelt, enfin, avenue des Nations à l'époque, pour construire un grand projet. Il prend un architecte qui est Michel Pollack, que Philippe connaît bien puisque c'est lui qui a fait quelques années plus tôt le Résidence Palace. Et Michel Pollack est au sommet de sa gloire au moment où on lui donne, je dirais, carte blanche ou à peu près sur la villa en pin. Alors cette villa en pin, ben là aussi, vous savez, il y a toujours un premier jour où on vous a téléphoné, vous rentrez dans cet édifice, et puis les descentes d'eau fonctionnent très bien, mais à part qu'elles descendent à l'intérieur de l'édifice, et que tout est tagué, que tout est... Vous avez là les boiseries les plus extraordinaires, les peintures, les marbres les plus incroyables. Voilà, ça c'est les boiseries. La première chose qu'on fait, c'est qu'on rassemble. On essaye de rassembler tout. Et voilà dans quel état on a les boiseries, les bois les plus rares. Tout ce qui a un peu de valeur, évidemment, a été emporté. Et la piscine, la très belle piscine, il nous a été difficile d'en connaître la couleur. Donc, c'est-à-dire que dans ces gravats, on a tenté de retrouver un tout petit échantillon de la couleur d'origine, ce qu'on a fini par trouver. Et c'est un bleu. C'est à partir de là qu'on a pu recomposer, et là on a une chance incroyable, on a des plans. Parce qu'à l'époque, c'est un bâtiment qui est un bâtiment extrêmement prestigieux. Donc on a des plans, il y a tout un travail sur la profondeur de champ. Comme un photographe peut le faire, on va mettre en place des perspectives longues, on va faire descendre la lumière sur la piscine, en tout cas sur la pergola, et ça va donner un ensemble. On a des photos qui sont d'une qualité rare pour l'époque, en grand nombre, mais évidemment les photos sont en noir et blanc. Et une des choses qu'on a découvert en cours de chantier, c'est que les châssis étaient dorés, mais de la feuille d'or. Ça ne se voit pas, évidemment, on l'apprendra plus tard. Et qu'un jour, il y a eu de l'eau dans la piscine. Parce que là aussi, il y a des légendes urbaines, comme ça, sur tous les projets, on peut vous raconter des légendes urbaines de tout ordre. On nous avait dit qu'il n'y a jamais eu d'eau dans la piscine. Et d'ailleurs, un moment très émouvant, au moment où on inaugure le bâtiment, il y avait toutes les télévisions qui étaient là, et il y a le fils de Louis Ampin, qui a un certain âge, qui vient près de moi, j'étais près de la fenêtre, et il regarde et il se met à pleurer en disant « j'avais jamais vu d'eau dans cette piscine ». C'est un truc incroyable. Et donc, ce bâtiment, en fait, n'a jamais été vécu par Louis Ampin. Donc, Louis Ampin construit entre les années 30 et 34 cet édifice. Il part tout de suite au Canada, il rencontre sa femme là-bas. Il y a une chambre de madame, une chambre de monsieur. À l'époque où il construit, il n'y a pas de madame. Et puis, dès qu'il rencontre madame, elle n'a pas envie de venir habiter dans une espèce de palais un peu froid. Et puis il y a cette légende qui veut que c'est pas un festif, Louis Ampin, contrairement à son frère Jean. Le bateau, il fait une balade en bateau, un peu la fête, le bateau va chavirer, et paraît-il qu'il dit si j'en réchappe, je vouerai ma vie aux œuvres. Et il en réchappe, et voilà, c'est la légende qui dit que... Et après ça, effectivement, il ne s'intéresse plus aux sociétés en pain, etc. Il part vers d'autres choses, et très vite, il donne ce bâtiment à l'État belge, un lait, pour en faire un musée des arts décoratifs. Alors c'est toute une saga, parce que pendant la guerre, le musée des arts décoratifs va démarrer en 1937, en 1939, évidemment, il ferme, pour des raisons que vous pouvez imaginer. L'armée allemande va requérir le bâtiment, fin de la guerre. Ce n'est pas la Gestapo qu'on le dit non plus, on a l'acte de réquisition, et puis il va y avoir l'ambassade d'Union soviétique, et puis RTL, etc. Mais tout ça pour vous dire que cette œuvre, à chaque fois, va encaisser, va être transformée, va être modifiée. Et quand je vous parle de la reconquête d'une identité perdue, ben voilà, c'est ça. Alors des photos, des très très bonnes photos, et c'est ces photos-là, mais évidemment on n'a toujours qu'un angle, on n'a pas l'autre angle, donc il y a toujours la part manquante. Alors il y a des métiers qu'on connaît mal, donc on va restaurer des boiseries, mais il y a ce qu'on appelle des lacunes, c'est-à-dire de temps en temps on fait un insert, c'est-à-dire on rajoute du bois du même type dans les boiseries, mais quand c'est tellement petit,
mais c'est un peintre qui vient combler les lacunes. Il y a des métiers comme ça dont on n'imagine pas la portée dans les restaurations. Alors normalement on démonte tout, on fait tout en atelier, sauf ça. C'est un bois extrêmement rare dont j'avais jamais entendu parler. C'est du manilcara. Alors, là, ça ne vous dira peut-être rien et c'est pas très grave, mais c'est du manilcara du Venezuela. Alors au Venezuela, il n'y a plus de manilcara, comme il n'y a plus d'acajou à Cuba. Et donc tout ce travail va être d'essayer de retrouver des essences absolument semblables pour compléter l'œuvre. Parce que dans un bâtiment comme celui-là, je parlais de la fonction tout à l'heure, c'était une fonction domestique, en fait c'était une maison particulière, et ça devient un musée, rapprochement Orient-Occident, Fondation Bogossian, et donc c'est tout voilà, c'est une autre fonction, mais ça veut dire au niveau sécurité, au niveau incendie, au niveau ascenseur, un nouvel escalier, tout ça en donnant le sentiment que les choses sont faites avec justesse, avec sensibilité, des polissages au tampon, des enduits, du stuc marbre. Pour ceux qui connaissent, ça coûte plus cher que le marbre. C'est surtout beaucoup plus compliqué parce qu'on travaille humide et qu'on voit le résultat à sec, c'est-à-dire longtemps plus tard. Il n'y a plus qu'un artisan que je connais aujourd'hui qui s'appelle Trancard, qui travaille le stuc marbre. Il habite Venise et donc chaque fois que j'ai un souci, j'essaye de le faire venir. Et c'était le cas dans la maison Outric. Il y a des quantités incroyables de stuc marbre dans la villa Ampin. Là, vous voyez tous ces éléments-là, c'est du stuc marbre. Alors, pas question de s'arrêter à 4 heures de l'après-midi, c'est évidemment en une passe jusqu'en haut, c'est plus lourd que le marbre. Des ferronneries aussi du plus haut niveau. Et donc, à l'époque, on prend les meilleurs artisans de l'époque, les boiseries les plus rares. Et donc aujourd'hui, ça rend les choses encore plus complexes puisqu'on a moins d'artisans, on n'a plus tout à fait les mêmes matières et donc difficulté de trouver les matières, mais quand même, à ce niveau-là, difficulté de trouver les artisans. Alors ça, c'est des ferronneries qui ont été faites par Edgar Brandt. Moindre petite ferronnerie d'Edgar Brandt, ça coûte une fortune et qui a intégré ces médaillons dans des ferronneries d'Alfred François. Donc à un moment donné, pour faire un projet comme ça, et c'est là que je vais vous parler de méthodologie. Comment fait-on ? Il y a d'abord une étude historique extrêmement sérieuse. C'est 6 mois de boulot à temps plein pour essayer d'interroger. C'est pas simplement les archives de la ville, etc. C'est tous les descendants de la famille Ampin, mais c'est aussi tous les descendants des artisans, des ingénieurs, tous les gens qui ont habité. Donc on coche dans les annuaires téléphoniques, les machins, on essaye de tout éplucher pour essayer de retrouver les sources d'informations nécessaires. Ça, c'est une première équipe. Il y a une deuxième équipe qui travaille sur place, parfois avec l'IRPA, l'Institut Royal du Patrimoine Artistique, qui va faire, comme je vous disais tout à l'heure, descendre sur la scène du crime et d'essayer de tout observer, d'essayer de tout comprendre, d'essayer les moindres détails vont être appréciés. Il faut connaître toutes les essences, de réfléchir au niveau de l'électricité pour voir tous les moments où l'électricité a été modifiée, etc. Donc c'est un travail de titan sur place. Donc une fois que ces deux équipes ont fini de travailler, parallèlement, on travaille sur la programmation. Et une fois qu'on a le programme et ces deux rapports, on peut faire ce qu'on appelle le projet. Et le projet, ça repose toujours sur une philosophie de projet. Philosophie peut-être, dans un cas comme ça, une restauration à l'identique, mais elle n'est jamais à l'identique. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont nouvelles, ou ça peut être simplement des morceaux, parce que certains morceaux sont plus intéressants que d'autres. Et puis, ce n'est pas toujours le Prestinetta qui est le plus intéressant, ce n'est pas toujours l'état premier. Il y a peut-être eu des successions d'architectes qui ont été intéressants. Les ferronneries, les détails de châssis, c'est de l'horlogerie. Quand le châssis se ferme, il y a une petite bavette qui retombe. Mais il faut comprendre la mécanique de ce genre de choses pour pouvoir la restaurer.
Alors souvent, on fait les matières avant de restaurer. Les pâtes de verre, il faut d'abord les faire. Donc là, on avait quelques photos anciennes. Et donc, on a travaillé sur les matières avant de pouvoir les mettre en scène avec une vibration. Puisqu'en fait, on ne va pas reproduire la photo intégralement, on va reproduire la vibration de la photo. Toiture en cuivre. Alors là, c'est amusant parce qu'il y avait un grand trou dans le sol. Donc, il nous manque là des marbres rares. Comment faire? Alors, évidemment, les carrières, soit elles ne fonctionnent plus, soit elles sont épuisées, soit de toute façon, même si elles sont encore en activité, on sait que 15 jours plus tard, le marbre est une matière par essence vivante, on n'a pas les mêmes marbres 15 jours plus tard. Donc 50 ans ou 60 ans plus tard, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les marbres d'à côté, on les a coupés dans l'épaisseur et on a remis des implants pour compléter les parties manquantes. Le plafond, c'est un plafond de Polémaque Saint-Grand. Là aussi, ça coûte une fortune, un tout petit... Et le plafond était dans un état, je dirais, relativement avancé. Il manquait certains éléments du plafond. Et donc, heureusement, les études historiques nous ont ramené et des photos anciennes et le dessin de l'artiste. Je pose un problème de philosophie. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le dessin de l'artiste ou on fait des photos anciennes? Voilà le dessin de l'artiste, extrêmement précis, avec une photo merveilleuse, extrêmement précise aussi. Alors, évidemment, les techniques, c'est quoi ces techniques? Comment comprendre ce qui a été fait à l'époque? Donc, il faut essayer de refaire des essais pour essayer de comprendre comment c'est réalisé à l'époque pour pouvoir restaurer. Et c'est une artiste munichoise qui est venue faire cette restauration. Voilà, le produit fini, vous voyez d'où on est parti et où on arrive. Tout le problème de l'électricité aussi, hein. Est-ce qu'on met des LED ou est-ce qu'on met de l'incandescence? À l'époque, c'est de l'incandescence. Mais quand on doit retirer des pièces de verre, c'est compliqué. Et puis, ça coûte moins cher de laisser des LED, la durée de vie est plus longue, etc. On a mis les deux. Il y a deux boutons. Comme ça, si on se trompait, on poussait sur l'autre bouton. Parce qu'évidemment, un objet pareil est revenu sur chantier une semaine avant l'inauguration. On avait trop peur pendant le chantier de laisser ça en place. Donc on a choisi cette option-là. Voilà, donc le projet se termine. Alors peut-être une chose au niveau philosophie de restauration importante, vous avez une grande verrière, on a des photos du vitrail qui se trouvait là, on a même le dessin ou la photo extrêmement précise du vitrail qui se trouvait là, et on a décidé de ne pas le refaire. Alors, pour le vitrail précédent, il manquait des parties, donc on fait de la restauration. Ici, on ne fait pas un faux, ça n'a aucun sens. Donc s'il manque la totalité, on ne refait pas une œuvre d'art, on peut la restaurer. Donc en termes de philosophie, on voit bien la limite d'intervention, et c'est Anish Kapoor qui a dessiné le premier vitrail pour cet endroit-là. Les façades extérieures, c'était une surprise en cours de chantier. Donc en cours de chantier, on envoie des échantillons au laboratoire, des éléments métalliques. Et c'est du 23 carats, 3 quarts sur l'ensemble des façades. Et donc on a remis de la feuille d'or absolument partout, à l'endroit où elle se trouvait à l'époque. Et c'était un vrai débat, hein, parce que, avec Jean Bogossian, de se poser la question de savoir est-ce qu'on le remet, hein. Sur le palais Stockley, ils ne l'ont pas fait. Or, il y avait de l'or aussi. Parce que ça change l'image d'un projet. Mais évidemment, je crois que ça fait partie d'un projet. Et donc, on a pris... Alors évidemment, après, ça marche bien et on se dit oui, effectivement, et on s'habitue. Et c'est merveilleux, hein. Alors, on traverse la rue. Vous connaissez cet immeuble. Bonheur dans le crime, comme dirait Jacqueline Hartmann, qui a visité la première fois cette maison avec moi longtemps après l'édition de son livre Le bonheur dans le crime. Donc un jour, je reçois un coup de fil de Jacqueline Hartmann qui me dit voilà, je sais que tu t'occupes de ce projet, mais je n'ai jamais visité l'intérieur, alors qu'elle avait vendu je ne sais pas combien d'exemplaires de son livre. Et puis elle est rentrée là,
Elle a dit ben, « je ne voyais pas du tout ça comme ça ». C'était Pierre Putmans qui lui avait décrit ce qu'il croyait être l'intérieur. Mais ses propres romanciers. Oui, oui, tout à fait. Alors cette maison-là, on a l'habitude de la voir au moment où on a commencé à travailler sur cet édifice. Pour ceux qui s'en souviennent, ben, il n'y avait plus de graphite, il n'y avait plus de toiture. Le bâtiment était à l'abandon depuis près de 50 ans. Dans les années 30, le dernier occupant a quitté. Et puis il y a une occupation de l'armée allemande, et puis c'est tout. Et c'est probablement l'histoire la plus incroyable. J'ai une conférence d'1h15 sur le sujet. Il y a autant de constructions en sous-sol qu'hors sol. En pin, c'est 3000 m² au total quand on additionne tout. Ici, on a 400 m² hors sol, 400 m² en sous-sol. Pourquoi? Et c'est une maison de légende. C'est une maison de légende. Elle est construite en 1903 par Léon Delune. Et on n'est même pas sûr que ce soit Léon Delune. Dans toutes les recherches d'archives qu'on a fait, rien ne l'a démontré, si ce n'est le dernier propriétaire qui nous a dit c'est Léon Delune. Ce qui est quand même assez fragile. Cette maison va être construite dans les bois. C'est une maison de vacances pour le bourgmestre de Furnes. Monsieur et Madame de Graves de Molder décident de construire une maison d'été aux limites de Bruxelles. Je vous rappelle qu'à l'époque, en 1900, Bruxelles s'arrête au bout de l'avenue Louise. Ça s'est construit en 1903, il n'y a rien. Il y a un champ de course à Boisfort, et puis il y a un tramway qui va du bout de l'avenue Louise au champ de course de Boisfort, et c'est tout. Il faut attendre 1910 et l'exposition universelle avec des photos incroyables, des premiers orchestres de jazz qui vont jouer dans les caves de cet immeuble, pour avoir les premières photos. Et c'est ces photos-là, avec les dômes, qui vont nous permettre de restituer le bâtiment dans son pristine état. Alors, l'un des principes de la Charte de Venise, c'est quand on connaît la situation d'origine, on revient à la situation d'origine. Quand on ne la connaît pas, on fait de l'architecture contemporaine. On est avenue Roosevelt. Bon, il y en a peu d'entre vous qui vont reconnaître l'avenue Roosevelt, mais la maison de Lune, elle est là. Donc vous êtes en plein avenue Roosevelt. Exposition de 1910. Et l'exposition va brûler, en tout cas toute cette partie-là va brûler totalement une nuit d'été. Je crois que c'est le 15 août. Sauf la maison de Lune. Voilà d'où vient aussi cette espèce de légende. Et donc je me suis intéressé à cette légende de cette maison et je crois avoir une explication. Tous ces pavillons que vous pouvez voir sont construits en acier. La maison de Lune est construite en briques. Et c'est peut-être ce qui va faire en sorte que c'est la seule qui va survivre dans un champ de ruines absolument fumant. Il reste un seul édifice. Mais ces documents vont nous aider. Tous ces documents un peu anciens vont nous aider à reconstituer le projet. Mais c'est un projet qui va évoluer aussi. Quand vous regardez cette photo-là où elle est toute seule, il y a une travée de plus. Absolument la même travée. Donc on a diminué cette maison d'une travée. On connaît toutes les maisons, on les agrandit, etc. Celle-là a diminué, on ne sait pas pourquoi. Mais ça pourrait être, l'explication pourrait être l'incendie de 1910. Et plusieurs architectes vont après travailler sur cet édifice. Donc voilà la situation dans laquelle, avec 6 entrées au rez-de-chaussée, 400 m², mais 6 entrées. À l'époque, il y avait une entrée là, et il y a une façade principale de tous les côtés. Alors ça, on peut peut-être l'expliquer, c'est de se dire, au moment où ils ont construit la maison, ils ne savaient pas où les voiries allaient venir. Donc au moins, ils étaient sûrs d'avoir une façade principale sur la voirie. C'est la seule hypothèse qui nous semble crédible par rapport à un bâtiment de 400 m². Et puis, quand on a décapé l'endroit où on était sûr qu'il y avait des sgraffites, on a retrouvé les traces de compas, et les traces de compas vont nous permettre de commencer à élaborer des dessins, et ces dessins vont nous permettre de comprendre que probablement il peut y avoir un lien avec Cauchy. Et j'envoie un de mes collaborateurs, qui est Olivier Asquin, qui va à la maison Cauchy essayer de se renseigner. Et là, malheureusement, dans les archives, il n'y a rien sur une maison avenue des Nations. Néanmoins, il y a quelques cartons qui servent à colmater la toiture qui sont non identifiés
mais qui correspondent parfaitement bien. Ils sont dans un état, ils ont colmaté la toiture, excusez, donc ils ont été mouillés. Mais c'est parfait pour pouvoir, par rapport aux dimensions de nos sgraffites. Et on va pouvoir comme ça recomposer. Après, c'est tout le travail de la couleur, d'essayer de comprendre la couleur. On sait qu'autour de chacune des têtes, il y a un cercle doré. Il est vert, et le vert est la couche, c'est le primaire de la feuille d'or. Donc là, on commence à voir clair, et on va comme ça lentement recomposer le puzzle pour arriver à ce bâtiment. Je ne vous dis pas le pistache, quand j'ai annoncé à mon client que les châssis étaient vert pistache, il m'a dit on le dit à personne. Hein. Et on laisse le vert foncé. Bon, ben voilà, on a fait des essais, c'est merveilleux. Et les joints sont aussi d'ailleurs pistache. Enfin, dernière anecdote, c'est ce faucon que vous voyez tout en haut. Peut-être la raison pour laquelle les Émirats arabes viennent de racheter l'édifice. Ben ce faucon qui est là, qui trône, qui fait 300-400 kilos, qui a aussi un jour été volé sur chantier, puis qu'on a retrouvé dans une salle de vente. Mais ce faucon, il ne devait pas aller là. Il devait aller à Furnes, sur la maison du bourgmestre de Furnes. Et d'ailleurs, si vous allez aujourd'hui à Furnes, vous avez le faucon en bois, absolument semblable. Donc ils ont fait un faucon, il était beaucoup trop lourd, ils l'ont mis sur leur maison de campagne, et puis à Furnes, vous avez son petit frère en bois. Voilà, c'est amusant, il y a comme ça des légendes. Autre projet, là j'ai envie de vous parler de toute autre chose. Quand on parle de restauration, on parle de boiserie fine, de peinture incroyable, de marbre rare. J'ai envie de vous parler d'électricité. Alors, l'Égidium va nous permettre d'en parler. L'Égidium se trouve sur le parvis de Saint-Gilles, une œuvre de 1906 de Guillaume Segers. C'est un bâtiment absolument incroyable. En même temps, il est Art Nouveau, en même temps, il y a du néo-byzantin dedans, et il y a du Louis XV, mais salle de 700-800 places pour l'époque, qui a connu toute l'histoire du cinéma. Et ce plafond, aujourd'hui tout blanc, mais tout ça est un magnifique travail à l'époque, polychromique. Il y avait des centaines de couleurs sur ce plafond. On a évidemment maintenant pu faire les analyses stratigraphiques. On connaît toutes ces couleurs. Mais le plus incroyable, c'est que à peu près partout, il y a des miroirs. On est en 1906. Et qu'il y a 5800 ampoules au plafond. Alors, 5800 ampoules au plafond, donc on a commencé à dégager donc c'était très, très coloré, mais 5800, c'est surtout de ça que je vais vous parler. Voilà la photo. Alors à l'époque, en 1906, quand vous avez une ampoule par pièce, vous êtes quelqu'un de très riche. Des prises, il n'y en a pas. Ça n'existe pas encore, les prises arrivent après les ampoules. Mais 5800 ampoules au plafond, c'est extrêmement rare. Et la presse de l'époque ne s'y trompe pas. Elle parle de l'exclamation des gens dans la salle quand on allume le plafond. On doit faire une restauration d'un édifice comme celui-là. Ben, ça pose problème. Votre ampoule de 1906 qui fait X watts, ça vaut combien aujourd'hui? Et puis, quel type d'ampoule va-t-on mettre? Et donc, on va faire tout un travail. Je vais passer sur tout le reste, sur l'Égidium. Il y a des ampoules partout. Après ça, on commence à être attentif. Il y en a partout des ampoules. Et on va travailler sur une ampoule d'aujourd'hui. On va se demander, à partir de l'ampoule ancienne, une ampoule à incandescence, c'est une lumière très, très rouge. Aujourd'hui, sur un plafond pareil, on a intérêt à mettre des LED. Et le LED, il est très blanc. Le LED à pleine puissance, il est très blanc. Le LED à faible puissance, il est très blanc. L'incandescence à pleine puissance, il est presque blanc, et puis au fur et à mesure qu'on réduit, il devient de plus en plus rouge. Eh bien, on va essayer de construire une nouvelle ampoule qui a ces propriétés-là, où les LED vont s'allumer au fur et à mesure pour donner un éclairage absolument semblable. Et si on prend par exemple le pan qui est au-dessus, ben le pan, lui aussi, et dès qu'on a compris le système, c'est des miroirs et des ampoules partout, et ça s'appelle à l'époque le diamant palace. Et il devait y avoir tout un travail sur l'illusion,
qu'on va essayer de retrouver dans ce bâtiment. Et donc le chantier, on a déjà le permis, donc le chantier devrait commencer d'ici peu. Je passe très rapidement sur un bâtiment qui a été complètement oublié, qui était bâtiment de De Wiin. Alors là, on a un cas encore totalement différent. L'architecte De Wiin habite ce bâtiment depuis toujours. Donc il le construit, il va habiter toute sa vie dans ce bâtiment, il va le transformer plusieurs fois. Et donc au fil du temps, donc quand on rentre la première fois dans le bâtiment, ben, il n'y a pas grand-chose, à part qu'il y a une signature qui est une promesse. Des plans qui, voilà, cassent pas voilà, ne sont pas très très originaux. Des photos anciennes qui datent d'il y a une 15-20 ans, c'est assez sombre, c'est assez sinistre. Et puis on peut passer complètement à côté du projet de cet architecte, qui est un très très grand architecte. Hein. Peut-être probablement l'un de ceux qui sont les plus méconnus. Des photos d'époque qui sont déjà plus intéressantes. Quelques vitraux qui sont remarquables et qui datent de la première époque. Quand on détapisse, c'est entre parenthèses des papiers de la femme de Kooning, hein, mais on voit apparaître des choses plus intéressantes. Et puis, tout ce travail presque archéologique qui est fait va nous amener des spectres. Des spectres, c'est-à-dire c'est un papier peint qui a transpiré sur le papier qui est en dessous. Mais ça, avec ça, on peut travailler. Et Carlo Chapelle, qui travaille avec nous, va essayer de reconstituer, non pas le dessin, au sens, va pas recopier le dessin, va essayer de le reconstituer réellement. C'est-à-dire au niveau de sa géométrie, de comprendre géométriquement comment le dessin était réalisé. Et là, on se rapproche plus du palais Stockley, du style sécession viennois, mais on est en 1910. Donc exactement la même période. Donc tout le travail pour essayer de comprendre la géométrie des choses. Et puis on va simplement voir comment, de quelque chose qui paraît assez anodin, après restauration, je vous parlais de la reconquête de l'identité des œuvres, puisque c'était ça notre propos du jour. Avec évidemment toute l'architecture d'accompagnement, le mobilier, etc. Oui, alors les propriétaires avaient envie de mettre une piscine. Donc c'était une espèce d'accord tacite, c'était de se dire, ok, dans un bâtiment classé, on essaye d'obtenir un permis pour une piscine au sous-sol, et tout le reste, on le fait parfaitement bien. Et on a obtenu des accords, et c'est très bien, et je crois que c'est très juste. Et cette piscine ne choque pas du tout, et notre président de la commission royale est venu, elle était ravie de voir. Voilà. Donc, je vais passer très très vite sur cette partie ici pour arriver à la fin de la conférence, parce que je me rends compte que j'ai trop de choses. Le château Charles-Albert, un mot peut-être, et puis je passerai assez vite. Il était dans cet état-là il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà, ça nécessite une petite restauration. Mais même quand on est dans cet état-là, ce n'est pas problématique que ce soit ça, un peu plus, un peu moins. Je dirais quand on met en place une méthode, il n'y a pas de souci. Charles Albert, évidemment, néo-renaissance flamand, projet qui peut presque annoncer l'art nouveau tellement c'est de l'art total. Voilà, il est fini. On l'a terminé il y a 1 an. Alors on peut aimer ou ne pas aimer l'architecture néo-renaissance flamand, c'est pas le but, c'est de se dire il y a moyen de reconstituer l'ouvrage à partir du Prestinetta et des photos d'époque. C'est pas toujours intéressant, et d'ailleurs le projet qu'on est en train de faire, c'est un concours, c'est Tournai-Solvay. Et sur Tournai-Solvay, on va intervenir très différent parce qu'on n'a pas tous les éléments. Et donc là, on va travailler sur les toitures avec des tôles perforées,
Donc toutes les toitures seront en tôle perforée et ça va donner une identité extrêmement différente. Le Pagouros, j'ai vu que Michel Ruel était dans la salle, donc je vais lui céder la parole. Non, le Pagouros, Michel Ruel est un de mes anciens professeurs et pendant un certain temps, en tout cas quand j'étais étudiant, il me parlait du Pagouros, c'est-à-dire du Bernard l'Ermite, qui m'arrête si je dis des bêtises et il le fera certainement. Le Bernard l'Ermite, pourquoi ? Je relisais les mémoires d'Horta, je vous disais, en 1939, et Horta écrit des tas de choses sur son œuvre, et puis il termine en disant « Je regrette une chose. Je regrette que mon œuvre ne soit pas évolutive. J'ai donné le meilleur de moi-même dans l'espace dont je disposais. » Il parle notamment du Palais des Beaux-Arts. Et j'ai tout pris. Et ce qui veut dire qu'il n'est plus possible après de toucher à quoi que ce soit. Et il le regrette. Et je crois qu'aujourd'hui, notre responsabilité d'architecte, c'est de se dire, je disais tout à l'heure, il s'est passé quelque chose avant, il se passera quelque chose après. Eh bien, c'est de cet ordre-là. Il est important à un moment donné d'imaginer des œuvres qui sont un peu comme des coquilles vides, qui aujourd'hui recevront une fonction, et je vous disais que les fonctions pour moi n'ont pas beaucoup d'importance, parce qu'on sait très bien que demain il y aura peut-être autre chose, et qu'il serait peut-être utile de penser les œuvres comme des coquilles vides, comme des pagouros, et que comme ça on peut prendre possession de l'œuvre plus tard. Et des choses parfois très simples, on voit que des bâtiments très simples fonctionnent très bien dans la durée. Et c'est le thème de... Alors je ne vais pas trop parler de l'hôpital Erasme, qui est aussi un concept avec tout un travail sur les façades, où là, Michel Ruel a fait tout un travail sur des algorithmes, mais simplement pour vous dire, sur un projet, ça me tient à cœur, on peut travailler en étant contextualisé ou pas. On peut dessiner un hôpital qui est un hôpital qu'on peut mettre un peu partout. On fait une bonne machine à guérir et on peut disposer ça à Bruxelles, à Pékin, et de plus en plus l'architecture c'est comme ça. Or je crois que l'architecture de qualité elle est située. Et là on est à l'hôpital Erasme, vous voyez la croix de l'hôpital Erasme face au Melmersch, donc un formidable paysage. Et on a tenté de mettre en place des terrasses, des rues extérieures, avec chaque fois ce fond de décor qui est le Melmersch. Matrioshka. Alors, j'arrive à la fin, ne vous inquiétez pas. La Matrioshka, c'est ces fameuses poupées russes. Ben, nous, architectes, on fait que ça. C'est-à-dire qu'on met en place l'identité d'une œuvre à une certaine échelle, et puis on raconte la même histoire à des échelles extrêmement différentes, jusqu'au détail. Et si on devait dessiner la robe de madame, on le ferait aussi dans le même esprit. L'architecture de qualité, c'est normalement un tout. Alors, les détails, pour Philippe le disait tout à l'heure, c'est quelque chose d'extrêmement important en architecture. Les matières aussi. Ça, c'est la peau de la HELB. La lumière, chose fondamentale. Les couleurs, parfois aussi, on l'oublie. Strovein, on est en train de travailler sur la maison Saint-Cyr que vous connaissez sans doute. On a obtenu le permis, le chantier va commencer probablement dans une quinzaine de jours. Quand vous voyez un détail de Gustave Strovein, ou vous voyez sa façade, ben c'est toujours Gustave Strovein. Et si vous voyez des publicités de Gustave Strovein, ça marche toujours aussi. Donc à un moment donné, il y a une attitude, il y a une écriture. Le mot est important, c'est une écriture. Et cette écriture va être déclinée du plus grand au plus petit. Et quel que soit le type de projet, là on a travaillé sur un immeuble à appartement, on est parti de quelque chose qui n'avait pas beaucoup de saveur. Le tout, c'est de mettre en place après, même si ça n'a pas de saveur, à ce moment-là, on intervient comme un architecte d'aujourd'hui, en travaillant sur les éclairages, en travaillant sur une photo du hall d'entrée de l'atrium. Architecture contemporaine ou patrimoine, mais l'Astoria. D'ici peu, on fera une conférence de presse sur l'Astoria. On avait travaillé sur des façades un peu étranges. Quand toutes fermées, elles ont une expression, ouverte, c'est une autre.
D'ici peu, on montrera quelle est la nouvelle façade de l'Astoria. L'Astoria a été rachetée récemment par Corinthia. Et là, il y a tout un travail qui se fait sur les façades et sur les toitures. Oui, ça, j'avais envie de vous parler de l'Atomium, parce qu'on parle de bâtiments très connus. C'est un projet qui ne s'est pas fait, et d'ailleurs, les architectes le savent bien. On a une quantité de projets qui ne se réalisent jamais. Et c'est bien malheureux, ou c'est pas malheureux, en tout cas, c'est la vie. Et pour l'Atomium, un jour, on m'a demandé de réfléchir à un centre des congrès à l'Atomium. Aujourd'hui, le centre des congrès, ce sera soit Colas, Nouvelle ou d'autres qui vont faire ce travail ailleurs, sur le plateau du Heysel. Mais à l'époque, l'idée qui me semblait juste, c'était de placer le centre des congrès sous l'Atomium. Quelque part, dans les parties basses, c'est ce qu'on avait appelé la 10e boule de l'Atomium. Et donc, quand on parle de patrimoine, ce qui me semblait intéressant, cet atomium n'a aucune fonction. De toute façon, elle a la taille de l'ascenseur qui est là, on ne peut pas faire grand-chose avec l'atomium. Il me semblait intéressant de se dire, si on met un centre des congrès en dessous, ça fait vivre l'atomium, il y a une réelle activité. Au niveau infrastructure, il y a tout ce qu'il faut à côté, que ce soit les métros, etc., les parkings. Eh bien, un centre de congrès, là, ça a du sens. C'est le prix uniquement du travail qui est fait, plutôt que d'avoir simplement un logo. On ne touche pas à l'image mémoire de l'atomium, mais on essaye de lui apporter une fonction complémentaire. Donc en même temps, il y a un travail sur le patrimoine, mais en même temps essayer de dialoguer avec un architecte, qui était encore là d'ailleurs, qui est Waterkem, enfin qui est plutôt un ingénieur. Très court, quelques images d'une porte d'une tonne sur roulette, Théâtre de la Balsamine, aussi un concours. Cette porte en position ouverte. La porte va rouiller et tout, et c'est très bien, elle change de couleur, comme le bois change de couleur. Une espèce de boîte étrange, le décor est sur scène, n'est pas à l'extérieur. Je vous parlais des photos d'architectes. Voilà des photos qui sont prises à peu près avant que les gens n'occupent. Photos qu'on trouve dans toutes les revues d'architecture. Donc les revues d'architecture, vous ne voyez jamais aucun humain, est toujours prise au même moment, avant le chantier. Après le chantier, on ne prend plus de photos. Et voilà une photo après le chantier, donc ça je tenais quand même à en montrer une, c'est évidemment extrêmement différent, photo après le chantier, mais je crois que c'est important. Et je voulais, presque pour terminer, vous parler de la densité humaine de notre métier. En fait, pendant tout un temps, j'ai utilisé comme logo, j'étais encore associé avec Luc Deleuze, que vous connaissez peut-être, j'ai utilisé ce personnage qui apparaissait dans tous nos projets. Quelque part pour raconter qu'en fait, l'architecture est souvent une affaire de mode. J'en parlais avec Horta, qui n'était à peu près plus connu dans les années 60, et que ce phénomène de mode fait que, les choses passent. Mais par contre, ce qui est fondamental quand on fait de l'architecture, c'est de se dire qu'en fait, on met l'homme, la femme au centre des préoccupations. Il y a des gens qui vont vivre, qui vont occuper. L'échelle humaine est une chose qui ne change pas. Les besoins de l'homme et de la femme dans des univers qu'on va construire, si on met l'homme ou la femme au centre des préoccupations, on a moins de chances de se tromper. Et donc, ça me semblait fondamental d'avoir ce petit personnage qui se promène. À force d'être dans le vent, on a un destin de feuilles mortes. Je ne sais plus si c'est Kundera ou Guiton qui disait ça. Et donc le phénomène de mode, on doit l'éviter. Je crois que c'est important cette notion d'authenticité. Et donc, pour terminer, évidemment, il y a tous ces architectes qui sont des gens absolument passionnants, qu'on a cherché à connaître. En fait, travailler à partir de leurs œuvres, c'est un peu comme un roman où il manque une centaine de pages. On va essayer de comprendre une écriture et on va essayer de compléter la part manquante de l'écriture, les 100 dernières pages, avec un style résolument contemporain, mais en même temps avec ce souci de cohérence, de résonance par rapport à l'œuvre initiale. Alors évidemment, tous ces projets que je vous ai remontrés, ce n'est pas les miens. C'est les nôtres. Je crois qu'effectivement, comme tous les architectes d'aujourd'hui, on travaille en équipe. Et ça, c'est l'équipe de maintenant, mais il y a l'équipe d'hier ou d'avant-hier. Et c'est une formidable aventure humaine. Là aussi, un dernier mot sur probablement un architecte que j'aime beaucoup, qui est Poulart.
et du palais de justice, parce que ça c'est un véritable scandale ce qui se passe au palais de justice. Philippe disait effectivement que je commençais le projet du palais, c'est vrai, mais pour une zone, pour une partie du palais. Le palais de justice est une œuvre en péril. Je vous ai parlé de tous ces projets qui avaient périclité. Il y a quelques années, on a fait un concours d'idées sur le palais de justice, comme s'il fallait des idées pour le palais de justice. Je crois qu'il faut une méthode. On a parlé de méthodologie, il faut une méthode pour, à un moment donné, sauvegarder ce bâtiment. C'est un bâtiment qui ne sera jamais rentable, vu sa configuration. Et donc là, on a un choix de société. Soit on le détruit, on a le courage de le détruire, mais enfin, c'est pas vraiment ça que je vais défendre aujourd'hui. Soit on essayera de faire en sorte que la justice reste dans le palais, parce que c'est la seule fonction possible. Ce ne sera jamais rentable pour le privé, et donc ça restera du public. Mais dans le public, qu'est-ce qui pourra aller d'autre que la justice? Alors on est en train, enfin depuis une quinzaine d'années, de racheter toute une série de bâtiments autour du palais pour délocaliser des morceaux de la justice du palais. On a là l'un des plus grands palais de justice du monde et il ne convient pas à notre justice à peu près régionale. Donc je crois que ce qui manque souvent, c'est un pilote dans l'avion. La bibliothèque Solvay a failli disparaître parce qu'à un moment donné, on a laissé aller les choses. Charles Albert, etc. Enfin, tous les projets que je vous ai montrés, c'est des projets qui ont perdu de leur identité au point d'être totalement méconnaissables. Ce palais de justice, on sait qu'il est en bon état. On a travaillé pendant 10 ans sur l'église de Laeken du Mum Poulart. Aujourd'hui, on a retiré les échafaudages. Ça ne pose pas de problème. C'est des problèmes de technique. Et d'ailleurs, scandaleusement, c'est une tradition, c'est de mettre parmi les gargouilles la tête de l'architecte depuis Viollet-le-Duc à la sienne, etc. Je trouve que les oreilles ne sont vraiment pas ressemblantes. Voilà, mais c'est des gargouilles. Alors, et donc pour terminer sur je crois qu'il y a des décisions à prendre de temps en temps, il faut avoir le courage politique, et tant que c'est pas trop cher, avant d'abandonner, de vider le palais, d'avoir là le plus grand chancre bruxellois, voire même belge, je crois qu'à un moment donné, il est important de se poser les questions et d'essayer de prendre les bonnes décisions, mais je vois qu'il est l'heure, et puisque j'ai parlé du temps, je crois qu'il est temps de conclure. Merci.